À notre émission ce soir, c'est une révélation. Radio-Québec, un élément majeur de la souveraineté culturelle. T'as pas tout vu. Je veux que ça soit très clair, mais ça ne sera pas aller. Pas lâcher le satellite! Je voudrais savoir, tu m'écoutes? Ça se peut. La semaine prochaine, École Bref. Ton visage. Les 35 ans de Télé-Québec. De Station Soleil au Plaisir croît avec l'usage, en passant par Beau et Chaud, des émissions de variété qui, chacune à leur tour, marquent l'histoire de notre télévision. Alors, Station Soleil, c'était amusant parce qu'on faisait quand même 3 mois. 3 mois d'émission. Mais ce qui était triste, c'est qu'on voyait pas l'été passer. Si l'émission n'avait pas été l'été, je me demande si je l'aurais faite. Moi, j'ai eu l'impression de contribuer à quelque chose au niveau du variété, au niveau de la façon de travailler les émissions de variété. J'ai eu l'impression que cette émission-là avait apporté quelque chose à Radio-Québec. C'est mon bobino. Tu sais, c'est quelque chose qui est à part de tout ce que j'ai fait. Je réalise que j'ai été extrêmement chanceux de faire une émission qui dure aussi longtemps, qui est bonne, et avec autant de musiciens dans un si grand studio, avec des invités si magnifiques. Nous, c'était comme 3 gars qui faisaient autre chose un samedi soir que d'aller au hockey. On rencontrait tout ce monde-là. Mais il y avait le souci de faire plaisir à des gens. Ce type de variété où on mettait en valeur les invités, moi, j'en garderai toujours un très bon souvenir. Constatant que même durant la saison estivale, le public avait besoin et le droit d'avoir une information de qualité, Radio-Québec, fidèle en cela à sa mission d'offrir une autre télévision, va décider d'innover. Et c'est ainsi qu'à l'été de 1980, on verra apparaître sur nos écrans une émission dans laquelle, certes, on faisait de l'information, mandat éducatif oblige, mais on faisait cette information parce que c'était tout de même l'été, de façon pour le moins décontractée et surtout en parallèle avec un important volet consacré au divertissement et à la variété. Un volet assumé par 5 musiciens placés sous la direction de François Cousineau. Parce qu'on était en ville et au beau milieu des Floralies de Montréal, c'est tout naturellement du nom de Fleurs de Macadam qu'on va décider de baptiser cette émission. Un nom qui avait été choisi parce que c'était aussi le titre d'une chanson de Jean-Pierre Ferland, celui qui avait été choisi en compagnie de la journaliste Marie-Hélène Poirier pour animer cette émission. Évidemment, 2 personnalités aussi dissemblables qui essayaient de conjuguer information et variété, ça aurait pu donner une émission chaotique, boiteuse. Or, c'est tout le contraire qui va se produire et Fleurs de Macadam va être un tel succès que Radio-Québec va décider de reprendre la formule tous les étés sous le nom de Station Soleil jusqu'en 1987. Station Soleil, qui après avoir été animée en 1981 par Dominique Michel, Pauline Julien et Jean-Guy Moreau, sera repris en 1982 par Jean-Pierre Ferland, qui va assumer l'animation pendant les 5 autres années. Moins une interruption toutefois en 1984 aux mains de Louise Forestier et Benoît Marleau. En direct des Floralies, c'est Fleurs de Macadam. C'était à une époque où la chanson québécoise était très faible. Elle était vraiment dans le creux de la vague. Alors, le fait qu'on a eu cette émission-là a donné la chance aux auteurs-compositeurs, aux chanteuses, aux chanteurs, de pas gagner des fortunes, mais au moins se tenir à flot. On a poussé des cheminées, les pieds dans le mortier, le nez dans la bouche. À un moment donné, tout le monde rêvait d'avoir Pierre-Éliott Trudeau, puis personne n'osait y téléphoner. Puis moi, en revenant de déjeuner, j'ai dit, téléphonez donc à Pierre-Éliott Trudeau, dites-lui que c'est Jean-Pierre Ferland. Je lui ai dit, on ne sait jamais. Tout d'un coup, il téléphone, il me passe le téléphone. Allô, c'est toi, Jean-Pierre? Bonjour, Monsieur Trudeau. Je ne connaissais pas, je l'avais jamais vu, mais je pense qu'il aimait notre émission. L'autre jour, j'ai rencontré une personne qui vous connaît bien et je lui ai demandé, je dis, comment va Monsieur Trudeau? Elle m'a répondu, ben demande à sa maîtresse. J'ai dit, laquelle? Elle me dit, la Constitution. Ah! C'est une vraie, ça.
Et je voudrais la rapatrier, celle-là. Elle est un peu loin. Je voulais pas être assis derrière un pupitre. C'est ça qui m'achalait le plus. Je voulais être debout. Je voulais chanter avec les gens. Je voulais marcher. Et c'est là qu'on a dit qu'on avait inventé, mais ça me fait plaisir quand on dit ça, qu'on avait inventé une sorte d'animation. C'était l'émission Debout. On te poussait à l'ombre des cheminées, les pieds dans le mortier, le nez dans la boucane. Moitié cheminée, moitié brisée comme une fleur de macadam. Là, on a fait Station Soleil. Jean-Pierre a inventé, dans le fond, une façon de faire de l'animation du variété. C'est de cette façon qu'il a pu marquer Station Soleil et, je pense, laisser sa marque comme animateur. Les critiques qu'on avait des gens du métier étaient dithyrambiques, hein, parce que moi, ils pensaient que j'avais fait un flip, que j'étais rendu vraiment animateur pour le reste de mes jours. Quand j'ai rencontré Jean-Pierre Ferland, j'avais très peur. Et Jean-Pierre est arrivé, comme on le connaît. Il est grimpé sur la table, il a fait son petit numéro. Je l'ai trouvé tellement drôle, tellement fantastique, que j'ai dit « That's my man ». Je vais faire ce show-là. Dernièrement, j'ai fait un rêve, Jean-Pierre. Oui? Je te voyais, là, descendre un grand escalier. Oh, je me vois Mais avec tellement d'élégance, Jean-Pierre. Moi, c'était tout de l'improvisation. C'est-à-dire, je savais quel nom arrivait, et puis j'avais pas de carton. J'ai été marqué au fer rouge par Jean-Pierre Ferland. Ça a été pour moi l'école de l'écriture musicale parce que j'étais en compagnie d'un auteur exceptionnel, quelqu'un qui possède sa langue, qui sait comment jouer avec le français. Ça a été merveilleux. Alors, on s'est en allé aux Deux Pierrots. Et puis moi, je me suis mis très ami avec les techniciens. Tous les soirs, on allait faire autour d'une table, dans le Vieux-Montréal, nos assemblées de production. Alors, c'est là que ça se passe. Hein? C'est là que la création arrivait, autour d'un verre de vin. Des fois, ça finissait tard. C'est pour ça que les chansons que j'écrivais pour pouvoir boucher les trous le lendemain, il fallait que je les fasse en pleine nuit. Une de ses forces, c'est qu'il y avait un répertoire de chansons. Parmi ces chansons, il y en avait qui étaient sûrement parmi les plus belles du Québec. Jean-Pierre, qui mettait beaucoup de temps à préparer Station Soleil, à composer, à s'écrire des textes de présentation, il y avait une fraîcheur. À ton âge, c'est quand même difficile de choisir des chansons. D'abord parce que t'es comme moi, j'ai déjà dit dans une de mes chansons, quand je parlais des femmes de 30 ans, je dis entre pucelles et femmes. Mais aussi, c'est ta place aussi. C'est ton petit problème aussi. Il y avait donc aussi une filiation, un lien extrêmement serré et inventif avec les chanteurs, les chanteuses. Je rêve de ses bras, oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Station Soleil, c'est une émission qui avait relevé le pari du décloisonnement, qui permettait à Jean-Pierre Ferland de rassembler sur son plateau à la fois des journalistes, à la fois des artistes, des vedettes. Et c'est une émission phare en ce sens-là. C'est une émission tout à fait révolutionnaire. Ce mécontentement amène des rumeurs de départ. C'est peut-être la fin le tournant d'une époque et la fin d'un certain type de leader politique, les leaders à contenu, les Joe Clark, les Claude Ryan et surtout René Lévesque, Pierre Elliott Trudeau. Et désormais, peut-être qu'on va mettre l'accent sur l'image, le new look homme d'affaires, etc., la présentation avec plus de charme. Alors, on avait décidé, à l'intérieur d'émissions qui étaient de divertissement l'été, de quand même assumer une couverture quotidienne de l'actualité. Je vais demander le porte-monnaie de notre invité spécial d'aujourd'hui. Merci. Marc, concentre-toi. Tu es avec moi? Oui, je suis avec toi. De quelle couleur est le porte-monnaie? Brun. Il est brun. Bravo, Marc. Marc Laurando me laissait rentrer dans l'interview. Dans son interview sérieuse, il me donnait la permission de poser une question quelque part. Et puis, moi, j'ai en profité pour faire une question générale, une question intime aussi, mais pas une question politique.
Combien y a-t-il d'argent dans le porte-monnaie? Concentre-toi, sois bien avec moi, Marc. Il y a 18 billets. Quelle sorte de coupure? Oh, des grosses coupures. M. Lévesque s'était fort bien prêté au jeu et ça avait fait à la fois une entrevue dont j'ose croire qu'elle était critique et un peu de légèreté, un peu d'humour. Je distribue ça un peu partout, comme ça, t'es sûr de ne pas tout perdre. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas d'accord avec la manière dont vous distribuez les portefeuilles. Station Soleil pouvait aussi bien recevoir un René Lévesque à qui on avait du mal à faire écraser ses cigarettes, qu'un Jean Drapeau qui disait prendre 15 minutes de vacances par année. Dans le moment, c'est une vacance. Vous vous détendez, là? De quelques minutes. Ah bon? Bon. Pour moi, elle est plus profitable que 15 semaines au bord de la mer. D'abord, je ne nagerais pas beaucoup. Il savait que la partie variété serait faite avec un talent évidemment extraordinaire, celui de Jean-Pierre et les autres animateurs, mais que l'information aussi serait faite sans compromis. Savez-vous qu'on en est venu à un moment donné où moi j'étais très content d'avoir une chanson avant mon entrevue, avoir une chanson qui avait un certain punch, parce que c'est drôle, hein, mais ça préparait bien le public. Il était possible de faire ça et de ne pas du tout souffrir d'un déficit d'attention pendant l'entrevue. Et jusqu'au bout de la rue, terminus de l'inconnu, tu restes-tu ou joues-tu pas? Fais comme si le monde était ouvert. Je garde un souvenir magique de Station Soleil. Jean-Pierre avait la confiance d'à peu près tout le monde du milieu, ce qui est aussi un atout considérable. Et bien sûr, il y avait son talent personnel, ses qualités, sa bonhomie, sa bonne humeur, son sens de l'humour, son sens de la spontanéité aussi. Tu sais, quand il y a des belles choses qui se disent, en fin de compte, tout est rock'n'roll. C'est ça, hein? Quand c'est beau, c'est rock'n'roll. Ça dépend, non, ça dépend à quel sens qu'on y donne. Moi, rock'n'roll, pour moi, ça bouge les choses. C'est juste dans ce sens-là. C'est pas juste un rythme, c'est une espèce d'école, de mouvement. Félix Leclerc regardait notre émission tous les soirs. Et ça, je le savais, c'est sa femme qui me l'avait dit. On savait bien que Félix, il voulait plus faire de télévision. Tout d'un coup, la porte s'ouvre, le soleil arrive, et je vois cette belle tête-là qui entre avec sa guitare à la main. Oh, ça a été extraordinaire. J'aurais dû faire un nœud au nuage. Et puis j'ai voyagé pour tâcher d'oublier ton visage. Je crois que la dernière émission que Félix Leclerc a fait de son vivant, c'était à Station Soleil. Mais il reste collé, dressé sur mon passé qui s'ennuie. Et je le redessine, le vent le repousse, ton visage. Excuse, hein? Je t'avais massacré. Moi, je me prends massacrer une chanson n'importe quand par vous. Je l'ai massacré. Quand il chantait avec nous autres, il avait les yeux mouillés de courtisane, mais tout le monde pensait, puis nous autres aussi, que c'était parce qu'il était ému. Mais peut-être c'était les deux aussi. À l'insensé, s'il me reprochera d'aimer mon pays et de le vouloir puissant, je lui souhaiterais d'abord de s'en trouver un. Après, on peut aller en prison pour lui. On peut mourir pour lui. Tous les Anglais savent ça. Du lit de vie au lit de mort. Oh, quel être extraordinaire. Jean-Pierre, c'est un gars d'idées. Et à travailler avec lui, ça nous fait travailler nos idées à nous aussi. L'émission, en fait, c'était 18 heures par jour pour faire 1 heure. Donc, il y avait de tout. Il y avait de la joie, il y avait des malheurs, c'était pathétique des fois, mais c'était rempli d'amour. C'était Station Soleil. C'était son idée de faire Station Soleil comme ça. C'est mon ami Pierre Duceppe. Bien salué, bien salué. Toute équipe de Station Soleil. Je me suis ennuyé de me présenter moi-même puis de m'interviewer moi-même, sans doute. Alors, au bout de 7 ans, je m'ennuyais de l'été énormément aussi. Et puis, j'ai dit, c'est assez. Mesdames, Messieurs, on a donné tout notre été pour vous faire plaisir. Ça a été extraordinaire. Merci. Voilà. C'était triste. C'était triste. Les
L'émission s'appelait Variété Michel Jasmin. Et ce qu'on voulait faire, c'était essentiellement de présenter du variété, de faire un portrait de la culture québécoise principalement, mais aussi des influences qu'on reçoit de l'extérieur et ces influences qui font que notre culture québécoise reflète à la fois la culture anglo-saxonne et la culture de nos ancêtres gaulois. C'était principalement du variété, on enchaînait les numéros de variété et après 3 ou 4 émissions, tout de suite le public a manifesté le désir qui est des entrevues, qu'on s'entretienne avec nos invités au moins pendant quelques minutes. Est-ce qu'il n'y a pas des moments de solitude terribles que vous devez vivre? Oui, c'est normal, mais je crois, vous savez, que la solitude n'est pas seulement due aux chanteurs ou aux chanteuses ou aux artistes. Je crois que la solitude, c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain et que chacun de nous, à un moment donné de notre vie, on est seul. À des instants, nous sommes seuls, c'est normal. À plusieurs reprises, on a associé des invités, autant des États-Unis que d'Angleterre, que de France, avec des artistes québécois. Par exemple, c'est sur notre émission que Ginette Renault a fait la connaissance d'Alice Donat. C'est sur notre émission que Martine Sinclair a rencontré Claude-Michel Schoenberg et qu'il y a des liens qui se sont faits. Si ça continue, je crèverai ça. Avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme ma mère sortait le soir. Je me suis fait souvent reprocher par des intellectuels de ne pas refléter la culture québécoise parce que j'invitais Johnny Farago, parce que Donald Lautrec avait fait mon émission. Comme si ces interprètes-là, et plusieurs autres, comme si ces interprètes-là ne faisaient pas partie de la culture québécoise. Ça fait partie de ce que l'on est. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Et ce qui était appréciable, c'est qu'on recevait surtout des artistes internationaux. Autant d'anglais, de français, d'américains, comme Eartha Kitt ou Charles Aznavour ou Petula Clark, ou des gens de partout. Je me souviens, Eartha Kitt était tombée en amour avec moi. Je peux pas le dire vraiment, là, mais elle m'a pas lâché de la journée. Bon, c'est agréable. Il fallait d'ailleurs être terriblement téméraire parce que c'était une émission de télévision de 90 minutes, sans aucune pause publicitaire. C'était quelque chose comme défi. Guy Fournier m'avait dit, dans les corridors d'une autre station de télé, il m'avait dit, si tu n'avais pas fait Variété Jasmin à Radio-Québec, là, je pense pas qu'on aurait pu penser faire du variété en production privée. Parce qu'après ça, il y a eu l'autobus du show business avec Jean-Pierre. À compter de l'été de 1988, nous aurons droit à une véritable tornade. En effet, c'est cette année-là que va faire irruption sur nos écrans une émission qui va faire date dans l'histoire de notre télévision et rester à l'antenne jusqu'en 1994, Beau et chaud. Une tornade en forme de révolution, puisque si on y conjuguait toujours variété et information, un volet assumé durant les premières années par Joanne Prince, disons que le style de l'animateur Normand Brathwaite, de même que le type d'invités, de musique, de chroniqueurs qu'on pouvait y entendre, tranchait de façon absolument radicale avec tout ce qui s'était fait dans le genre depuis l'avènement de la télévision chez nous en 1952.
En effet, à Beau et Chaud, sans dédaigner recevoir les grands noms de la chanson d'ici ou d'ailleurs, on avait un préjugé plutôt favorable envers les chanteuses et les chanteurs qui n'étaient pas connus du grand public, la relève, quoi. Et c'est ainsi qu'à Beau et Chaud, on a pu souvent voir des gens qui, inconnus alors, sont depuis devenus des incontournables de notre paysage culturel. Mais au fil des années, grâce au talent, aux multiples talents, en fait, de Normand Brathwaite, grâce également à la qualité des chroniqueurs, des invités, des musiciens, de la prise de son, grâce également à la beauté d'un décor, grâce à tout cela, au fil des années, tout le monde va finir par admettre qu'en repoussant les barrières du genre, eh bien, Beau et Chaud était devenu ni plus ni moins qu'une nouvelle référence en termes d'émissions de variété chez nous, ce que vont consacrer les 18 prix Gémeaux remportés par Beau et Chaud au cours de son existence. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Normand Brathwaite, ne savent pas qui c'est vraiment quelqu'un comme ça, là. C'est un papou, quelqu'un des régions... qui est arrivé ici. Télé-Québec, à un moment donné, avait des programmes pour aider les gens à l'immigration. Et Normand, à ce moment-là, je fais un sourire angoissé, parce que Normand, c'est quelqu'un qui a l'air comme ça, mais qui, au fond, est brisé de l'intérieur, mais qui est sympathique. J'avais jamais animé à la télévision à cette époque-là. J'étais un comédien, moi, de formation. Je connaissais Normand Brathwaite, je savais ce qu'il pouvait faire, j'avais déjà travaillé avec lui, je connaissais toutes ses ressources, son dynamisme et toutes ses autres qualités. Sauf que quand j'ai proposé son nom, d'une part, ici, à Télé-Québec, ça ne faisait pas l'unanimité, pour le moins que je puisse dire, et d'autre part, je ne réussissais pas à convaincre Normand. Ça a été très long à me convaincre parce que moi, j'adorais Station Soleil et j'étais un fan et je suis encore un fan de Jean-Pierre comme animateur. Normand Brathwaite à Radio-Québec, ça avait suscité beaucoup de curiosité, d'interrogation, mais très rapidement, le Conseil des programmes avait mesuré que Normand Brathwaite pouvait apporter à Radio-Québec cette fraîcheur, cette audace aussi. Alors j'ai dit, je peux pas faire ça. Pierre, il dit, je vais être comparé à Jean-Pierre. Puis il a dit, jamais de la vie, c'est deux affaires, vous êtes deux mondes complètement différents. C'est justement pour ça que ça va être bien. Puis le lendemain, dans le journal, après que j'ai accepté, c'est écrit, celui qui va remplacer Jean-Pierre dans le nouveau Station Soleil. J'étais très content, c'était très sécurisant pour moi. C'était totalement neuf de penser qu'un noir puisse animer une série comme ça. Et puis c'était un musicien en plus. Donc c'était la personne la mieux choisie. C'était la folie à l'état pur, avec Normand qui aimait la musique, qui était lui-même musicien, qui jouait un peu de tout. T'avais un animateur qui sautait puis qui dansait pour faire oublier aux gens qu'il n'y avait aucun talent d'animation. Et aussi, je me souviens... T'es dur. Oui, non, mais j'avais demandé de la musique pour me déplacer. Ça, c'était assez spécial. Moi, j'ai jamais connu ça. Une ouverture qui dure 10 minutes à la télévision, j'avais jamais vu ça. Non, moi non plus. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'aurait jamais dû arrêter. On a dû continuer toute l'heure. Oui. Hein? Oui. Quand le band partait, au ta-da-da-da, on était fait. On était tous partis. Et l'énergie, l'adrénaline, on était à 150 tout de suite, à la première note, quoi qu'il arrive. Mais quand on avait fini le blues d'ouverture, pour moi, 80 de l'émission était faite. Parce qu'on se rappelle que ça partait avec le blues et on disait... Bienvenue à une autre émission de Beau et Chaud! La musique changeait radicalement, le blues passait à une autre saveur pour... André-Philippe Gagnon! On revenait au blues, là, il disait... Martine Sinclair! Mais un autre feeling complètement différent. Et là, on passait tous les artistes comme ça. C'était hallucinant. Et on finissait ça, des fois, là. On était comme ça parce que l'énergie était au maximum. Et le band tenait tout. Étant donné que les invités devaient participer dans l'ouverture, tu sais, tous les invités dans l'ouverture de Beau et Chaud chantaient un petit bout, jouaient. Tu sais, c'est universel. Tu parles d'un blues, n'importe qui vient de la France, d'Afrique, fait « Wow, yeah! Un blues! » Normand,
J'ai toujours été fasciné par lui parce que c'est un fanatique de musique. Il transmet, il nous l'a transmis. Alors, il peut déplacer des montagnes. Il nous demandait des folies, puis on le faisait. L'orchestre jouait, puis je me suis mis à danser. Et puis, je me suis rendu compte que ça me calmait beaucoup, puis ça enlevait le surplus d'énergie que j'avais. Alors, c'est pour ça que je faisais des stepettes. Puis avec le temps, bien, c'est devenu un concours de stepettes. Tout le monde, c'est devenu, excusez l'anglicisme, mon trademark, les stepettes, jusqu'au jour où il y a un collier de barbe qui me dit, faut pas dire le mot stepette, c'est un anglicisme. Faut dire galipette. C'est à la 3e année de Boisseau, qui a duré 7 ou 8 ans, je crois, qui est venu Luc Boivin. Et là, ça a mené toute une autre approche musicale. Ça a permis vraiment de faire une émission beaucoup plus rock, c'est-à-dire qui avait les pulsations de la vie, qui bougeait. Le fait que le chef d'orchestre est percussionniste, ça met le band en valeur, l'orchestre en valeur. Donc, l'orchestre est devenu comme co-animateur de l'émission. On les a mis en fer à cheval. Et puis, à partir de là où on a décidé que les musiciens et les choristes faisaient partie de l'émission et qu'ils pouvaient participer, faire n'importe quoi, l'espèce de concept de cirque. Parce que c'était comme ça avait l'air un petit peu d'un genre de cirque. Un gros party. Un gros party. Pierre Duceppe m'avait dit, il faut que ce soit comme un grand atelier, avec un paquet de toiles, et il faut que ce soit la peinture en direct et tout ça. Et à partir de ça, il y a une image qui m'est arrivée en tête, une sorte d'image de décor de cirque avec plein de toiles qui bougeaient. Et il y avait un espèce de fou, de génie fou, qui s'appelait Denis Morin. Et ce gars-là s'installait à 8 heures du matin avec ses pinceaux, les grandes toiles sur le plancher, l'aide de tous les machinistes, les accessoiristes et tout le monde. Et le décor était là. J'ai vu des projections lors de cette émission que je faisais Boéchaud. On projetait des musiciens et des interprètes sur scène. Alors il y avait vraiment quelque chose de scénique, de théâtral dans ce que c'est le monde de l'opéra, ça. Denise Goulet, elle sortait dans les bars à l'époque pour un verre, ce qu'elle fait plus du tout aujourd'hui. Mais Denise a ramassé des gens qu'on voit pas à la télévision, qui sont devenus des vedettes strictement de Boéchaud, les Dan Bigra, Thérèse Montcalm. Maintenant, ces gens-là, évidemment, sont ailleurs. Puis je dis pas que c'est grâce à Boéchaud s'ils sont là, mais c'est plaisant aussi d'arriver en studio et de travailler avec quelqu'un que tu connais pas du tout et qui a un talent immense, mais qui fait des choses qui sont pas évidentes. Au début, je dois vous dire que j'ai dû sortir beaucoup, aller dans les bars, voir les spectacles, trouver de nouveaux artistes. Des fois, on allait voir des spectacles, puis là, on disait « Ah, il est pas connu, mais il est tellement bon. » Mais ce qu'il y avait de bien à Boéchaud, c'est qu'on n'avait pas besoin d'avoir seulement des gros noms. On pouvait donner la chance aux jeunes qui commençaient. Et je vais toujours me souvenir où Loulou Hughes nous avait chié des mains. Je l'adore, Loulou, mais elle nous avait chié des mains une journée. Elle était malade. Elle a dit, je vais vous envoyer une de mes chums qui chante bien. On a dit, Loulou, tu sais, quand même, toi, regarde le talent que t'as. Elle a dit, vous allez l'aimer. C'est qui, Luce Dufault. Luce Dufault. Passons la nuit à nous mentir, honnêtement comme les anges, meublons les heures qui s'étirent, vivons le rêve. C'est sûr qu'il y a des artistes fétiches. Des artistes comme Luce Dufault, qui à ce moment-là était souvent partie de notre chorale ou de nos back vocals, qui est maintenant une star. Moi, j'ai fait des découvertes incroyables dans ce show-là. Je veux dire, j'avais un plaisir à écouter les... Tu sais, j'écoutais comme public. D'ailleurs, j'écoutais ce show-là tous les soirs. J'écoutais tous. On l'écoutait, c'est le fun. De la musique du monde, quand même, il y a
Il y a 10 ans, c'était quand même avant-gardiste, là, je trouve. On a découvert plein de gens dans le rail, dans les musiques arabes, il y a plein de monde dans tous les différents styles qui m'ont marqué. C'était intéressant pour nous de voir ces musiciens-là qui arrivaient avec des instruments qu'on connaissait pas, puis comment ça se joue, comment on s'intègre avec eux autres, c'est très plaisant. Normand, il a apporté, lui, toute une nouvelle génération de musiciens, aussi de la musique noire qu'on voyait pas beaucoup à la télévision, toute la musique ethnique. Et quand on a eu l'orchestre, surtout de Luc Boivin, on est allé dans une sorte de musique qu'on voyait, on n'entendait jamais à la télévision. Luc me préparait mon kit de percussion qui était tout petit. Et lui avait son appartement, et bien sûr, son condo. Et puis, je pense qu'il y avait une belle complicité parce que c'est évident, j'ai jamais eu la prétention d'être un percussionniste, mais j'avais beaucoup de plaisir à regarder Luc faire et à faire du mimétisme. Là, j'imitais, puis on a développé comme on s'appelait... Un numéro. On s'appelait les frères du funk, c'est ça? Les frères du funk. On a un album qui va sortir d'ici... Très prochainement. D'ici 3-4 ans. À peine. Un album qui s'intitule... Et pour faire de la danse, on fait de la danse sociale avec ça. Ça, c'est un morceau du décor. Jacques Léveillé puis Denis Morin nous ont fait ça. C'est pas une petite bulle qu'on peut péter comme ça, hein? C'est un peu comme la face d'un adolescent. Tous les étés, avec Uzeb, on y était régulièrement. Alors, j'ai été comme promu têteux officiel, je pense à l'été 92. Pourquoi le nom des têteux? Parce que je pense que je trouvais ça drôle, ironique, que ces musiciens-là, qui sont encore dans les meilleurs qu'on a au Québec et au monde, et je le pense sincèrement, normalement, tu les appelles les merveilleux, les ça. Et souvent, ils me demandaient des choses, puis j'ai les traitais de têteux. Et je trouvais ça très drôle de les appeler les têteux. Dans le show business, c'est pas ça. Non. Et puis, tu sais, quand t'as un gars comme Luc Boivin, Michel Cusson, Paul Brochu, puis tu les appelles les têteux, je trouvais ça très drôle. Et je suis aussi accompagné de 3 des musiciens des têteux, qui sont à peu près les meilleurs musiciens au monde, mais qui aiment tellement l'argent qu'ils font n'importe quoi qu'on leur demande. Hey, Flintstone! OK, prends. Plus on pouvait être décapant, plus Normand était... tu sais. Les têteux, merci beaucoup. Dites bonjour. À chaque fois qu'on faisait une chose, on allait au fond de l'histoire. Tu sais. Que ce soit jazz ou métal ou classique ou des chansons, je pense à Césaria Evora, où c'était tout en douceur. C'était hyper émouvant des fois aussi. Ça m'a donné la chance de côtoyer d'autres artistes étrangers, qui a fait que j'ai fait un autre groupe aussi, le Wild Unit, entre-temps, puis ça a influencé ma musique. Il y a Sam Brown. Talk and Patty. Talk and Patty. Don Elias. Don Elias. Qui c'est qu'il y a eu, toi? Hey, Chris Isaac. Chris Isaac. Chris Isaac. Écoute, ça n'arrêtait pas. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. This world is only gonna break your heart. No, I wanna fall in love with you. Avoir été un têteux officiel, c'était quelque chose, au niveau du son, au niveau de la musique, je pense qu'on a eu la chance de monter le standard quand même très haut. Moi, je comparerais ça un peu à de la haute fidélité. Tu peux pas avoir un maillon faible dans ta chaîne stéréophonique en haute fidélité. Puis à Beau et Chaud, c'était un peu ça qu'on avait. On n'avait pas de maillon faible. C'est-à-dire que la source était excellente, les musiciens... je pense qu'on faisait une bonne prise de son. On avait un bon suivi. Puis à Télé-Québec, l'émetteur, ça avait bien du bon sens. Vite, on peut faire ça. Pas trop vite. Okay.
Les gens, à l'époque, je me souviens, sortaient leur système de son sur le balcon. Tu avais des rues complètes. Et c'était vraiment un phénomène. C'était la soirée, les gens écoutaient ça à 9 h. Ils allaient me souper, ils se gelaient à la bine comme il faut. Ils revenaient l'écouter à 11 h. Puis là, ils comprenaient. C'était meilleur. C'était meilleur. On jouait plus vite. On était en stéréo. Ça, les gars de Radio-Canada, ils nous en voulaient. Puis même encore, je mets des cassettes, puis ça sonne comme un disque, tu sais. Je pense que j'ai de quoi être fier. Il y a du monde qui sont passés là. Edgar. Edgar de Moon Fruitier. Ce qu'on voulait que j'y fasse, c'était être chroniqueur ou de sport ou de politique, puisqu'on voulait que le chroniqueur ne sache pas de quoi il parle. Alors, évidemment, il est tombé dans le mille pour ce qui est du sport, certainement, et probablement aussi pour ce qui est de la politique. Et finalement, ça a été de la musique rock. Je pensais qu'Edgar pouvait faire un contre-emploi et l'amener comme chroniqueur de rock, alors qu'on sait toutes ses connaissances du côté musique classique. Une bonne main d'applaudissements pour Edgar de Moon Fruitier! Pourquoi on m'a appelé Edgar de Moon? Ça, c'était tout à fait spontané de la part de Norman Brathwaite, je crois, à la première émission. Il a dit, comment on va l'appeler? Ah, pourquoi pas The Moon? Et c'est venu comme ça. Et là, ça a été le surnom que j'avais. Ici, ça s'appelle Open Up and Say... c'est le disque qu'ils ont présenté, voyez-vous. Alors, c'est une question de langue. Alors, il est évident que la langue, j'espère qu'elle n'a pas la langue aussi. La langue de chez nous. C'est la langue de chez nous. On parlait du français, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où je me suis retrouvé. Là, je dois la vérité de dire que j'ai découvert, en écoutant ces disques de musique rock, des interprètes extrêmement intéressants. Des gens que je disais, voilà une personnalité théâtrale très forte, ou musicale même très forte, mais ce qui était joué ou chanté me paraissait inintéressant. Mais tout de même, donc je me disais, ici, dans ce genre de musique, le rock, il se trouve que, selon moi, on a des personnalités scéniques fortes qui jouent une musique qui n'en a aucune force. Ça s'appelle Splishus Splasha. Splish, splash, je plonge dans mon bain. Je ne me doutais pas que tous mes copains étaient là. C'était une partie surprise. Tous en pleine crise. J'étais sans chemise. Ma place était reprise. À côté du plaisir que j'ai eu à faire ces émissions-là, il y avait eu aussi l'épreuve que j'ai eu à écouter les disques dont il fallait que je parle. Ça, c'était une dure épreuve parce que je les écoutais au complet en baissant le potentiomètre, en me disant, je ne pourrais pas écouter ça à cette force-là tout le temps, toute la durée du disque. Donc, c'était une dure épreuve. Mesdames et messieurs, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps à l'émission de lire les journaux. Radio-Québec ne reculant devant rien. Engagez un camion qui m'apporte mon journal, Monsieur Tigui Baudouin! Mario Jean, qui a commencé, là, je dois dire, il faisait de l'humour avant. Tu sais, la fille, là, à Émilie, là, quand elle a appelé Blanche à cause qu'elle a accouché dans la neige, c'est niaiseux. Moi, je suis né d'un char, puis je m'appelle pas Pinto. Il y a eu des gens comme Richard Goyer, par exemple, qui est au Grand Blond. Ben, à ce moment-là, il fait ses débuts avec Marc Labrèche, avec la Grenouille Yolande. J'étais très malheureux et je ne pensais plus jamais revenir sur ce plateau. Mais voilà, à la suite d'une brève mais foudroyante maladie, mon père est décédé. Bon, ce tragique événement m'a fait réaliser à quel point la vie était trop courte pour entretenir d'aussi vilains sentiments envers Normand et ainsi toute la communauté gay d'Hochelaga-Maisonneuve. Et voici pourquoi maintenant... J'aimerais le plus sincèrement et le plus honnêtement du monde, ce soir, que Normand me fasse des excuses et que moi, pas regardant pour 5 cents, je lui pardonne. Excuse-toi, Normand. Je m'excuse, Marc. Plus fort. Je m'excuse, Je Marc. lui pardonne. Viens t'asseoir, Normand. Déjà, chroniqueur, j'avais jamais été chroniqueur, puis je voyais pas pourquoi... Mais bon. Si vous voyez une chose qui s'avance vers vous et qui fait... N'y touchez pas, c'est Flipper et il est gay. C'est une suite de hasard. Ça a été agréable avec Richard Goyer. J'ai eu du plaisir avec lui. J'ai eu du plaisir. Normand comprenait ce que a tout de suite pigé, là, était excellent public et faisait que ça avait l'air meilleur que ce que c'était. Puis tranquillement, on s'est trouvé un ton. Puis
Richard Goyer et moi, puis on a commencé à les structurer un petit peu plus. Puis là, ça a été... ouais. Ça a l'air que tu n'arriverais pas toujours tu sais, que tu serais pas toujours capable de donner une... Je sais pas comment dire ça, normalement, c'est un peu gênant. Tu sais, à obtenir, tu le sais, une érection. Bon, je le sais pas, là. C'est ta femme qui dit ça à tout le monde. Fait que là, moi, comme je vous aime beaucoup, ben tantôt, j'ai fait mon petit effort, puis je te le donne. Marc et Normand se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient fait pied de poule ensemble. La folie, la brèche, elle a commencé là parce qu'on permettait à Marc Labrèche d'être Marc Labrèche. On n'essayait pas de faire de Marc Labrèche quelqu'un d'autre. Yolande? Yolande? Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine. Il y avait une ambiance assez exceptionnelle. C'était comme une grosse commune. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir été là. Et en mon nom personnel, mesdames et messieurs, je le prends sur moi de vous dire à l'été prochain. C'est comme ça qu'on se trouve des jobs. Quand on faisait Beau et Chaud, c'est comme si on était des sœurs cloîtrées. On entrait ici au mois de mai et on sortait d'ici pratiquement au mois de septembre. On n'avait pas vu l'été. Il y a des gens qui me disaient il a fait beau cet été. Je ne le savais pas. Allez tout le monde, la parade de Beau et Chaud! À chaque dernière émission, on sortait, les gens le savaient que c'était la dernière émission, et on sortait tout le band, tous les invités, tous les techniciens, tout le monde. Il restait pas pour ça dans le studio. Regarde, on sortait tout dehors. Puis on finissait l'émission sur la rue Papineau. Puis après ça, là, on s'en allait dans un bar. Puis on marchait de même jusqu'à l'année d'après. Ouais. On n'avait plus l'argent pour le produire. C'est pour ça que ça s'est fini. Autrement, ça durera encore. Je pense que je suis un des animateurs les plus choyés au Québec d'avoir eu la chance de travailler dans un show comme ça. Puis les gens, 10 ans après, m'en parlent encore. Faire partie d'une équipe et sentir une sorte d'amitié, là, de communion aussi vibrante là, quand tu vas travailler et tu entres en studio, c'est ça, moi, que je retiens, ces liens humains qui ont été, je pense, inégalés, en tout cas, dans les autres émissions auxquelles j'ai participé. C'est inégalé au niveau du son, à mon avis, aujourd'hui, au niveau de l'image, au niveau du contenu. Je trouve que c'est un modèle à suivre.